de l'Université de Montréal en sciences politiques ainsi que d'une maîtrise en droit international public de l'Université de Nouakchott. Il est aussi professeur et membre de l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario et aussi membre du Conseil canadien pour l'Afrique. Il vient de publier aux éditions Public Book la rupture diplomatique israélo-mauritanienne et la sécurité internationale. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le professeur Ardo Dia. Il a été notre représentant brillant à The Voice Afrique francophone qui vient de se dérouler, qui se déroule toujours en Afrique du Sud. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Youssoufa, alias Youssou Ndoye. Bonsoir tout le monde, bonsoir M. Dia. Bonsoir M. Lyon. Nous avons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est vrai que vous nous parlez de rupture diplomatique israélo-mauritanienne. Ça nous rappelle un peu l'actualité au Sénégal avec ce qui semble être un début de rupture diplomatique entre le Sénégal et Israël. Ouais. Dans la deuxième partie de vos livres aussi, vous partez un peu de parler de sécurité internationale, de terrorisme. Ouais. Toujours moi, le problème, c'est peut-être personnel, mais le problème qui se pose pour moi en termes de relations avec Israël, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on en tire. Est-ce qu'on n'en tire pas plus de choses négatives que de choses positives? D'abord, permettez-moi de vous remercier à travers cette invitation, bien entendu, dans cette émission de Grand Rendez-vous, avec Mamadou Sy et Madame Sokhna Fall. Donc, je suis quand même très content, très honoré d'être ici aussi. C'est toujours un problème dans les relations diplomatiques, surtout entre l'Afrique et Israël. Je parle surtout des pays dits musulmans. Des pays dits musulmans et des pays aussi qui se disent arabes par rapport à la problématique palestinienne, naturellement. Mais des pays qui se disent arabes, surtout en Afrique noire en général, il y a un problème. C'est-à-dire est-ce qu'on doit se déterminer en tant que pays africain et noir, ou bien on doit se déterminer en tant que pays musulman et peut-être même arabe. C'est en ce moment-là que la relation avec Israël peut être quand même avantageuse, tant pour l'Israël que pour les pays africains également, les pays musulmans en général. Parce que c'est un pays qui a une certaine avance sur la technologie, sur un certain nombre de domaines que nous, en Afrique, on a besoin d'ici. Mais si on se positionne seulement par rapport à la problématique israélo-palestinienne, ça pose tout. Parce qu'on ne peut pas aller loin et c'est là où il y a naturellement beaucoup de Parce que les gens parlent beaucoup de technologie, surtout l'agriculture. C'est vraiment les clichés, on nous parle toujours de goutte à goutte, ce genre de choses. Oui. Mais je veux dire, ce n'est pas des technologies qui sont les seules à maîtriser. Oui. En général, c'est Israël qui en tire plus de profit parce qu'il a une certaine reconnaissance, surtout dans un pays comme la Mauritanie, qui est un peu à cheval entre le Maghreb et l'Afrique noire, qui est un pays qui fait partie de la Ligue arabe, de l'Union du Maghreb arabe aussi. Oui. Donc c'est vrai que ce rapprochement leur a beaucoup apporté en termes stratégiques à Israël. Le rapprochement, ça rapporte toujours à un État. Parce que, comme vous connaissez, en droit international public, pour qu'un État existe, il faut un certain nombre d'éléments. Entre autres, il y a une population, un territoire, une organisation et une reconnaissance internationale à travers les Nations Unies. Donc j'ai vu, vous avez mis ça, mais en l'occurrence, Israël, c'est vraiment l'exception à la règle. Ils ont été État sans avoir de terre, sans avoir de population. Ils sont venus avec la population, de citoyens soldats, une occupation vraiment du territoire palestinien. Si je ne m'abuse, c'est comme ça que ça s'est passé historiquement. Historiquement, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il faut toujours revenir. Dans ce conflit, il y a l'aspect religieux, là où il parle de la terre promise. Je ne suis pas là pour défendre Israël. Ça c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Oui, et il y a aussi l'aspect territorial, comme vous venez de dire. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Raison pour laquelle ils doivent, les Israéliens, tant pour les
Palestiniens, que nous, les Africains en Afrique noire, on doit comprendre que du côté d'Israël, leur sécurité et leur soutien, leur avenir ne dépendra pas de l'appui que les Américains vont leur donner. Tout dépendra de l'ouverture qu'ils vont faire pour permettre la création d'un État palestinien, qui vont vivre côte à côte entre les deux, dans le respect de la souveraineté de chacun. Et nous, d'Afrique noire, on doit comprendre aussi que on est quand même noir avant d'être musulman chrétien, parce que vous voyez l'Afrique, on est divisé, que ce soit par rapport à la politique, par rapport aux États-nations qu'on connaît aujourd'hui, et par rapport à la religion aussi. Ce sont les religions exogènes que nous appliquons ici. Donc il fallait tout simplement déterminer en fonction de quoi on doit s'aligner en tant qu'Africain, donc pour tirer encore profit par rapport à ça. Parce que chaque État a quelque chose à apporter à un autre. Si nos dirigeants sont, comment dirais-je, intelligents, sont capables naturellement de poser le problème tel qu'il devrait se poser, il y a des chances qu'on tire des avantages. Ce que disait Maître Ali Fagnas, qu'on a invité la semaine dernière, il disait que peut-être on a plus de chances de pouvoir régler ce problème quand on est en relation avec Israël que de le laisser de côté. En ce moment-là, c'est peut-être amoindrir les chances d'arriver. Absolument. Parce que isoler Israël, c'est une position que je peux respecter, mais très difficile à défendre, à pérenniser. Mais en même temps aussi, la reconnaissance d'Israël doit être accompagnée par des conditions très claires. Que la situation telle qu'elle est aujourd'hui est inacceptable, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle Simon Peres même leur avait dit avant sa mort, que Israël a fait ses preuves à travers les guerres depuis sa création en 1948, à travers la guerre de Canal de Suez 56 et 67, la guerre de 6 jours, et 73, la guerre de Kippour. L'armée israélienne a fait ses preuves, donc les Israéliens aujourd'hui ne doivent pas avoir peur de négocier, comment dirais-je, d'avoir peur de négocier pour permettre la création d'un État palestinien. Ça, ce sont les mots de Simon Peres, qui a quand même été l'artisan comment dirais-je, de la création d'Israël depuis 1948, et en même temps qui a compris que ils ont intérêt à faire la paix avec les pays, soit des pays avec qui ils ont eu il y a eu une guerre, ou des pays en situation de guerre avec Israël. Ils ont intérêt à faire la paix avec ces gens-là. Mais en même temps aussi, au-delà de ça, nous en Afrique, nous sommes un continent qui représente une position stratégique quand même considérable dans le domaine comment dirais-je, des relations bilatérales, multilatérales, et dans le domaine même de nos matières premières, donc qui aujourd'hui constituent des leviers de base pour aujourd'hui assurer la croissance économique la croissance économique des pays développés. Donc Israël a intérêt comment dire, à s'orienter en Afrique noire comme pays qui cherche des partenaires avec qui il doit respecter, tout simplement. C'est en ce sens-là que l'Afrique aura sa voix pour chercher ses intérêts qui peuvent naturellement nous permettre d'avoir aussi, nous, nos parts Vous avez aussi parlé de sécurité internationale, en particulier du terrorisme, qui est un peu voilà, à la mode actuellement. On en parle tout le temps. Moi, le seul problème que j'ai, surtout avec les universitaires, les chercheurs, c'est que vous abondez toujours dans le même sens que la presse en général. C'est-à-dire toutes les analyses se font à partir d'une seule source, ce qu'on nous dit à travers la presse. Il n'y a pas beaucoup peut-être de recherche qui se fait. On vous parle d'Al-Qaïda, surtout, je veux dire, récemment, surtout de l'État islamique, Daesh, de Boko Haram, ce genre de choses. Parce que même Al-Qaïda, c'était un peu différent, c'était pas tellement la même chose. Mais toutes les analyses que vous faites, vous, en tant qu'universitaire, c'est un peu dans le même sens. Est-ce que vous n'avez pas peur de chanter un peu avec les loups? Qu'est-ce qui vous empêche de faire vraiment l'investigation, se dire d'où ça sort, qui est Daesh, ça vient d'où? Est-ce que c'est vraiment des musulmans? Est-ce que c'est pas des mercenaires? Ce genre de recherche, parce que l'histoire nous montre, parce que les gens après, a posteriori, ils sont plus enclins à dire quand les choses se sont tassées, ben ça n'existait pas. On a vu récemment la France reconnaître que oui, la main rouge au FLN, en Algérie, ça n'existait pas. La main rouge, c'était nous, c'était voilà, des gens qu'on avait et que
tous les attentats qu'ils faisaient, on disait c'était la main rouge, mais en fait c'était nous. Est-ce que c'est pas tout le temps l'histoire qui se répète? L'histoire c'est toujours répété. Maintenant, il faut voir est-ce que l'histoire se répète selon dans le processus tel qu'on voudrait, ou bien c'est les universitaires ont leur méthode de travail, ils ont la méthodologie à suivre, ils ont les canaux de recherche qu'il faut aller exploiter, qu'il faut aller donc voir. La presse aussi a des canaux que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas spécialiste donc des questions de la presse, mais quand même, il y a des canaux où vous pouvez aller pour chercher des ressources. Mais en même temps, c'est très important naturellement, parce que quand j'ai décidé de réfléchir sur la problématique du terrorisme contemporain, j'ai essayé quand même de voir un peu pour creuser davantage et puis afin de comprendre, parce que ce livre est sorti en 2013. Là où je parle vraiment de Daesh, c'est mon livre qui va venir dans 6 mois, c'est la sécurité collective des États-Unis d'Afrique, pour voir, analyser ça en forme du point de vue analytique par rapport aux religions, révéler bien sûr que dit la position de la religion par rapport au meurtre, par rapport à la violence, par rapport à ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Donc c'est là où je suis en train de parler. Je pense bien que je parle un peu dans ce livre. Oui, vous avez un peu parlé. Mais c'est dans ce contexte-là qu'il faut ramener le débat pour que ça puisse quand même évoluer et puis essayer de montrer que il n'y a pas de cause sans effet. Daesh, c'est sûr et certain que il y a des conditions, des facteurs externes et internes au Proche et au Moyen-Orient qui peuvent expliquer donc sa naissance, son expansion et aujourd'hui même jusqu'à créer un califat que l'on connaît aujourd'hui. Alors donc c'est très important naturellement de s'interroger sur les causes. Je vais passer la parole à Sorna, mais c'est que parfois je comprends un peu les universitaires, ils ont peur de cet épouvantail qu'on appelle la théorie du complot. Chaque fois que quelqu'un veut faire une recherche qui sort des sentiers battus, on vous dit oui, c'est la théorie du complot. Et à partir de là, vous avez peur et vous rentrez toujours dans des sentiers battus. C'est peut-être ça. Sorna, il y a un universitaire ici qui ne va pas me contredire. Ils ont tous peur de la théorie du complot. Monsieur Dia. Bonsoir. Alors moi, à la lecture de votre du titre, la rupture diplomatique israélo-mauritanienne et la sécurité internationale, 2 points, le terrorisme. Alors moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un rapport quand même entre rupture diplomatique israélo-mauritanienne et la sécurité internationale. Quand je lis le livre, je me rends compte que vous avez traité une partie qui porte sur la rupture diplomatique et une autre partie sur la sécurité. J'ai l'impression que la partie sur la sécurité aurait pu faire l'objet d'un autre livre, par exemple, plus détaillé. Et dans ce livre-là, ne traitez que de la rupture diplomatique israélo-mauritanienne. Merci beaucoup. J'ai déjà eu des remarques de ce genre. Pourquoi pas ne pas juste écrire la sécurité internationale dans un livre et puis rupture diplomatique dans un autre livre. Mais j'ai essayé quand même un peu... Faire comme Tunkara, quoi, qui fait des micros... Des micro-livres. Vous voyez, donc j'ai eu des remarques de ce genre, et c'est une remarque aussi très pertinente. Mais en même temps, il faut contextualiser le livre. Quand j'écrivais le livre, il y a quand même la Mauritanie avait une relation diplomatique avec Israël pendant une période de décennies qui est marquée par des tensions, des pressions, les luttes et beaucoup d'enjeux à travers les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient, les monarchies du Golfe et les mouvements terroristes aussi qui sont même allés jusqu'à engager des fois mener des attentats terroristes contre l'ambassade d'Israël, contre l'ambassade de France aussi à Mauritanie et même contre certains Français dans ma région à Alleg. Donc c'est ça. Pourquoi les deux? Parce que dans le cas de la Mauritanie proprement dit, il y a des mouvements religieux qui sont ici, qui se tournent autour des bassistes, des nasseristes et les frères musulmans. Je ne considère pas les frères musulmans comme étant des terroristes, parce que même s'ils sont considérés comme un mouvement terroriste maintenant en Égypte, moi ce n'est pas mon cas, parce qu'il y a des considérations politiques qui rentrent dedans, je ne vais pas aller dedans. Mais quand même en Mauritanie, ces mouvements-là
ont soit soutenu directement Al-Qaïda au Maghreb islamique, ATMI, qui est né en Algérie, qui opère naturellement dans la région maghrébine et sahélo-saharienne aussi, pour faire ces attentats. Or que ce sont ces mêmes mouvements que la Mauritanie a pendant très longtemps amenés dans le pays pour essayer de donner ce qu'on appelle un contenu à la suite donc, de l'arabisation du système politique et éducatif mauritanien depuis 1966 à nos jours. Donc c'est là où j'essaie de voir, dans le cadre de la Mauritanie proprement dit. Au-delà du cadre de la Mauritanie, il y a aussi la transformation des bassistes d'Irak dans le cadre de l'État islamique aujourd'hui Daesh, donc qui aujourd'hui pose encore cette problématique-là au niveau même de la dimension internationale, que ce soit dans le cadre du terrorisme, que ce soit dans le cadre même de l'usage de la guerre conventionnelle avec donc les pays qui sont, comment dire, qui ont des armées conventionnelles qui aujourd'hui combattent dans l'espace, qui combattent l'État islamique en Syrie et en Irak. Alors, dans le livre, vous parlez beaucoup de l'instrumentalisation des relations israélo-mauritaniennes. Donc, vous parlez de quand il a fallu s'ouvrir pour se faire connaître et faire un peu oublier les tensions peut-être au niveau des minorités noires, etc. Et il a fallu s'ouvrir et montrer un joli visage de la Mauritanie. Quand il a fallu également légaliser le putsch de 2008, je ne sais plus, de 2009, il a fallu également être contre l'Israël pour pouvoir légitimer cela. Alors, souvent, dans le livre, vous dites qu'on ne prend pas en compte la volonté des populations. Mais dans un pays comme la Mauritanie, il est un peu quand même compliqué de prendre en compte l'avis de la population parce que déjà, il y a beaucoup de diversité dans ce pays-là. Chacun défend sa culture, chacun défend ses idées. Dans ce contexte-là, est-il possible vraiment de trouver une unité à cela? Une unité par rapport qui tient compte de la volonté populaire, la volonté populaire est toujours très difficile à tenir en compte dans une situation de dictature. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une dictature aujourd'hui, au moment où je vous parle. Donc, étant donné que la dictature tente toujours de museler et puis d'opprimer la société civile, ça va être extrêmement difficile d'avoir un consensus, c'est-à-dire un gouvernement qui écoute la volonté populaire. Et maintenant, par rapport à l'instrumentalisation de la question israélienne, elle a été bien entendu faite par le gouvernement, par les mouvements religieux, par la classe politique mauritanienne confondue. Parce que c'est soit on est du côté du gouvernement, on veut l'appui d'Israël à travers, on veut l'appui des États-Unis à travers l'appui, on veut être soutenu par les États-Unis à travers la reconnaissance d'Israël. Soit on est du côté des mouvements religieux, que ce soit les partis islamistes modérés, que ce soit les mouvements terroristes, qui n'ont jamais toléré la présence israélienne en Mauritanie, qui n'ont jamais... donc c'est pas en fonction de ça que le gouvernement mauritanien se détermine. Raison pour laquelle, lorsque la Mauritanie a soutenu l'Irak de Saddam Hussein pendant la première guerre du Golfe, c'est en ce moment-là que la Mauritanie était le seul pays à côté de l'Iran et l'OLP, donc l'organisation de l'autorité palestinienne, à soutenir l'Irak de Saddam Hussein à l'époque, pendant la première guerre du Golfe. Donc quand Saddam était défait, il y a eu naturellement l'isolement de la Mauritanie. Et pour revenir, étant donné que nos pays cherchent toujours des appuis à travers les pays occidentaux qui sont des parrains sur le plan de la sécurité, sur le plan de la défense, et la Mauritanie aussi ne pouvait pas, le président de l'époque Maouya Ould Ahmed Taya, ne pouvait pas tout simplement compter sur la France. Parce que la France, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un officier qui était mêlé aux tueries, qui a été arrêté en France, qui s'appelait Eli Woulda. Donc, à partir du moment où la France a arrêté cet officier, arrêté sur son territoire, et là,
ça engendre un climat de peur du côté de Oultaya à l'époque. Donc, raison pour laquelle il a décidé tout simplement de s'ouvrir donc pour avoir un peu cette légitimité au niveau international à travers donc, la reconnaissance d'Israël et bien entendu l'appui des États-Unis. Nous, de Situnkara. Oui. Oui, cet ouvrage, Ardodia, Ouais. est-ce votre thèse que vous publiez? C'était une thèse que j'avais écrite et puis qui a été transformée en livre après. Donc, vous n'avez pas écrit de véritable ouvrage sur ça? Ça s'en vient dans les prochains mois, peut-être 6 mois. Ça se sent, et c'est dans la lecture, dans l'architecture même du livre, Oui. qu'on sent qu'il y a une lourdeur de thésard. Mais aujourd'hui, si la Mauritanie rompt avec Israël, bon, est-ce qu'il y a incidence véritable pour la Mauritanie elle-même? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'Israël a le plus perdu dans l'affaire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que des cartes diplomatiques ou géopolitiques sont redistribuées? Toute rupture engendre toujours des conséquences. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises dans la redistribution des cartes géopolitiques de reconnaissance au niveau même de la relation, que ce soit bilatérale, multilatérale. Dans le cadre de cette rupture, moi je dis que les deux ont perdu parce que je ne suis pas favorable à ce que cette rupture ait lieu. Mais je suis pour une relation diplomatique équilibrée. Mais c'est impossible ici, parce que de toute façon, Israël et la Mauritanie, il y a un déséquilibre en termes de rapport de force, oui. Mais aussi la Mauritanie a toujours la pression de la Ligue arabe, la pression des grands frères arabes, etc. Donc il y a toujours des équilibres dans cela. Mais moi je veux juste faire voir que ici, le conflit israélo-palestinien montre la léthargie arabe, en général. Israël est plus forte que tous les Arabes réunis. C'est évident. Israël les a toujours battus, hein, comme on va dire, en 48, en 56, en 67. Sauf récemment le Hezbollah, mais bon, peut-être c'est plus iranien que... Oui, ça, maintenant il faut remettre ça en cause. Voilà. Non, mais remettre quoi en cause? De toute façon, les Palestiniens vivent un véritable drame. Ça n'a rien changé. Ils vivent un véritable drame. Une changé. prison à ciel ouvert. Oui. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. C'est plus d'1 million de personnes. Oui. Et les Arabes sont là et se morfondent, pleurnichent un tout petit peu, mais sont toujours dans leur palais, sont toujours dans leur Mercedes, et mènent la belle vie et tout cela. Et pour dire que, déjà, que la Mauritanie puisse avoir des relations diplomatiques avec Israël, cela est une défaite de tous les Arabes. La Ligue arabe n'en voulait pas, pourtant la Mauritanie l'a faite quand même. Oui. La Ligue arabe a été aussi mise sur la touche lors de la rupture diplomatique. C'est la Mauritanie qui a pris l'initiative et qui a fait cela. Donc, débat arabe, les Arabes, franchement, comptent pour du beurre. C'est ce que le conflit israélien veut dire. Et j'ai l'impression que nous ne nous rendons pas compte que la solution ne va pas venir des Arabes, ni de la Mauritanie. Parce que ce qui est important, qu'on ait des relations diplomatiques avec Israël ou pas, ce qui est important, c'est que le conflit israélo-palestinien soit résolu. Et aujourd'hui, on ne voit pas comment les Arabes ou comment la Mauritanie peuvent peser sur cela. Raison pour laquelle j'étais conscient du déséquilibre au niveau des rapports de force. C'est pour cela que quand j'abordais cette thèse, je ne l'ai pas abordée sous l'angle du réalisme qui accentue sur les rapports de force. Je ne l'ai pas accentué sur le libéralisme qui accentue sur la prédominance de l'individu. J'ai quand même essayé d'aborder cette relation parce que je ne pouvais pas m'en sortir. Je ne pourrais pas tout simplement m'en sortir qu'en l'abordant sous l'angle du constructivisme, qui est une approche où la réalité n'est ni objective ni subjective, mais qui n'a de sens que par rapport du concept d'intersubjectivité.
C'est là où la Mauritanie Il n'a de rapport que par rapport au sens que les acteurs veulent lui donner. Quand on arrive à ça, il y a une intersubjectivité qui peut arranger la Mauritanie, qui est faible, certainement, sur le plan sécurité-défense, par rapport à Israël. Et ça peut aussi interpeller les Israéliens que vivre isolé, comme c'est le cas aujourd'hui, ça n'arrange pas. Mais c'est une percée pour eux, les Israéliens, de venir avoir une relation diplomatique au cœur du monde arabe. Oui, parce que cette percée leur donne une légitimité. Oui. Raison pour laquelle chaque pays qui est prêt à, à accepter Israël, où ils sont prêts à aller. Aussi bien, c'est le cas de la Mauritanie. Oui. Ce n'est pas un pays qui pèse, ce n'est pas un pays qui est symbolique, c'est un symbole. C'est un symbole. Oui. Mais un symbole très fort au niveau de la légitimité, au niveau de la reconnaissance et au niveau même pourquoi pas demain, au niveau de la recherche d'intérêts, de solutions. Non seulement il y a une victoire symbolique pour Israël, donc une défaite symbolique pour les Arabes, mais aussi diviser pour mieux régner. Parce que si on trouve des ennemis, oui, c'est des ennemis qui sont regroupés, j'essaie d'isoler les uns par rapport aux autres, ça crée des fissures et justement leur force diminue autant. Alors, moi je pense que Alioune Ndiaye l'a soulevé tout de suite. Aujourd'hui, Israël a peur de la paix. C'est une évidence. Et vous-même, vous le disiez par rapport au président Shimon Peres, Israël a réussi 3 miracles. À mon avis, il reste un 4e. Le premier miracle, c'est d'avoir créé un État dans un environnement compliqué, hostile, en 1948. Ceux qui veulent créer un État savent que ce n'est pas du tout simple. Donc c'est un véritable miracle. Miracle pas au sens divin, mais miracle au sens humain. Okay. Deuxième miracle, c'est d'avoir gagné toutes les guerres contre les Arabes et de maintenir l'État en vie jusqu'à présent. Et troisième miracle, c'est d'avoir gagné le pari du développement. Israël a fleuri un désert et aujourd'hui, vous allez là-bas, c'est un pays développé qui fait partie de l'OCDE. Donc ils ont gagné, ils ont réussi ces 3 miracles-là. Et le 4e miracle constitue la paix, paix pour laquelle ils ont juste peur parce que voilà, ils ont l'arme qu'il faut, l'arme nucléaire, qu'aucun pays arabe a, mais qu'Israël détient par ici. Venez voir, nous l'avons, nous pouvons vous la jeter, personne ne va venir. Ils ont le bouclier américain, donc qui fera que personne n'ose toucher à Israël. Bon, c'est vrai qu'il y a de petites fissures, il y a une résolution pour laquelle le Sénégal est en train un tout petit peu d'avoir un bras de fer. Mais ce 4e miracle-là, Israël gagnerait à pousser en tout cas à pousser le roi pour pouvoir gagner. Parce que, en définitive, il faudrait qu'on en arrive là un jour. Les Palestiniens ne peuvent pas continuer à vivre comme ça dans une prison à ciel ouvert. Un jour, tout cela va exploser et c'est Israël qui va être la plus grande perdante parce que les Palestiniens ne peuvent plus continuer à vivre comme ça. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu, c'est complètement inacceptable ce qui se passe à Gaza. C'est inimaginable. Des gens ne doivent pas vivre comme ça. Les Israéliens les traitent comme du bétail et les Arabes, bien sûr, comptent pour rien du tout. Et on a tous intérêt à faire en sorte que la paix revienne. Maintenant, la Mauritanie peut-elle jouer un rôle? À mon avis, non. À mon avis, non, parce que la Mauritanie a juste surfé un peu sur la conférence de Madrid, a essayé un peu de tirer les marrons du feu, mais c'est brûlé, les doigts, et puis c'est vite retiré. Donc, il ne faut pas trop compter sur la Mauritanie. Et le Sénégal, oui, devrait jouer un rôle. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en très bonne situation. Nous jouons avec le feu et nous devons... parce que moi, là où je suis d'accord avec vous, Ardo Dia, c'est que la diplomatie, c'est le contraire de la guerre. Donc, à chaque fois qu'il y a percée diplomatique, la paix a des chances de prospérer. Oui. Donc, à chaque fois qu'il y a guerre, bien sûr, c'est tout d'abord la défaite de la diplomatie. Donc, le Sénégal gagnerait à ceux qui ne s'y connaissent pas se taisent, ceux qui disent que non, Israël n'a qu'à aller se promener, on s'en fout d'Israël. Je pense que ce ne sont pas des positions responsables. Nous devons tous, nous, travailler pour la paix. Et pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait dialogue. Et pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait des facilitateurs. Et le Sénégal doit jouer ce rôle-là.
Je suis d'accord pour une tradition diplomatique que le Sénégal a. Donc je salue de passage votre, quand même, cette diplomatie qui a toujours rayonné. Nous sommes présidents du comité de libération de peuple palestinien. Oui, donc ça c'est une évidence, naturellement. Mais dans la construction de paix, il faut comprendre que les petits pays, chaque petit pays aussi constitue autant de briques. Oui. Il ne faut pas tout simplement voir ça comme étant que la Mauritanie... c'est un grand pays, hein, la Mauritanie, c'est un grand pays. Parce que, non, c'est toujours un petit pays. Je l'ai déjà dit, mais en même temps, il faut voir pourquoi... en plus, c'est symbolique, comme vous l'avez dit, la Mauritanie, c'est un pays arabe, donc absolument... C'est un pays berbère. Non, c'est pas un pays arabe. Personne ne sera d'accord ici. Non, en tout cas, ils veulent être dans la Ligue arabe. C'est un pays qui est arabisé en 1966. Donc il y a une nuance. C'est un pays berbère. Et puis, oui, les berbères et les afro-berbères. On va dire les négro-mauritaniens. Négro-berbère. Oui. Non, négro-berbère, c'est un concept péjoratif qui n'existe pas. Non, mais je le crée là. Donc vous savez que dans ce domaine, vous prêchez un convaincu, c'est vrai que absolument, mais je veux dire que jusqu'à présent, ce sont malheureusement, ce sont les Arabes qui dirigent le pays, bien que ceux qui se présentent comme tels. Ils se présentent comme tels. Qui se présentent comme tels, qui dirigent une minorité avec une majorité de négro-africains qui se laissent toujours diriger par cette minorité. C'est ce qu'on peut constater. C'est là où il y a même beaucoup plus de drames. Parce que c'est la force de partout dans le monde, là où la minorité a toujours dirigé la majorité, ce sont les dominations qui n'ont pas d'avenir. Comme l'apartheid. Mais malheureusement, la force de la minorité arabe aujourd'hui tire sa source à partir de la division de la majorité noire. Tout à fait. Donc c'est de leur lâcheté aussi, souvent. Oui, il y a une lâcheté, il y a tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut considérer, mais en même temps, moi je ne m'inquiète pas que demain c'est un autre jour, et puis c'est sûr et certain que c'est... Vous devez aller jouer aussi un rôle prépondérant. C'est pour cela que je suis ici, qu'on est en train de faire ce débat-là. Donc le livre qui arrive dans les mois prochains, peut-être dans 6 mois, portera sur la sécurité collective des États-Unis d'Afrique. Ça va coïncider avec mon retour définitif en Afrique, parce que je ne peux pas écrire ça et rester au Canada. Vous êtes exilé, vous ne pouvez pas... Non, je ne suis pas exilé. Je suis juste parti pour me préparer, reculer pour mieux sauter. Mais vous ne pouvez pas entrer en Mauritanie. La question? Vous ne pouvez pas entrer en Mauritanie? J'étais là-bas il y a une semaine. Après notre débat aujourd'hui, je devais rentrer lundi, mais il y a Amélie qui aimerait me recevoir en Poulard. Donc je vais attendre mardi. Après ça, je vais retourner à la bonne chance. Que ma tête soit coupée. Et si ça peut constituer une sorte d'éveil de conscience pour la libération du peuple noir, ça je suis prêt. En tout cas, nous souhaitons que votre tête ne soit pas coupée, nous espérons, parce que nous avons encore besoin de vous en Afrique. Donc vous publiez aux éditions Publibook La rupture diplomatique israélo-mauritanienne et la sécurité internationale, le terrorisme. Un essai d'histoire vraiment que nous recommandons à tout le monde. Nous avons été très honorés de vous avoir vraiment sur ce plateau. Nous vous remercions de votre patience. Ça fait longtemps que nous voulons avoir ce débat dans cette émission. Vous allez rester avec nous.